ouvrière. Vous avez le sourire ce soir ? Ah oui, Oui. Je l'ai toujours. Je vous pose la question, c'est une question rhétorique. Mais non, alors, si vous l'avez toujours, c'est qu'il n'y a rien à analyser de ce qu'on vit ? Non, si, vous êtes content. Mon organisation syndicale n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Notre indépendance, ce sont nos revendications. Maintenant, je peux vous répondre sur plein de sujets. Ce que vous appelez des charges s'appelle des cotisations, c'est notre protection sociale collective. Et quand on dit le SMIC à 1 600 €, dans les petites entreprises, vous êtes allégé totalement de cotisations patronales jusqu'à 1,6 SMIC. Donc, vous vivez sur le dos de notre protection sociale collective. Donc, allez-y doucement avec l'irresponsabilité. Parce que ce programme, quoi qu'en pensent les uns ou les autres... Le programme du Front populaire ? Oui. Il y a une prix Nobel de l'économie qui l'a validé. Recettes, dépenses. Oui, d'accord. Enfin, il y en a d'autres qui le critiquent. On peut pas... Il y a des économistes qui l'approuvent, d'autres qui le critiquent. Mais... des mêmes économistes non. Non. Les mêmes, forcément. Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des économistes de grands noms, très connus, Zuckman, Duflo, prix Nobel d'économie, Éric Zemmour. Une entreprise, ces gens-là. Mais ce qui vous rétorquerait, mais je ne vais pas me mettre à leur place, mais ce qui vous alors là, on est dans le débat concret-théorie, c'est ça ? Oui. Non, mais ce qui vous dirait, c'est que pour l'instant, on a 3 000 € de dette et qu'ils n'étaient pas au pouvoir. 3 000 milliards, Ce qu'ils vous disent, c'est que vous ne nous avez pas essayé. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une stratégie risquée, c'est une stratégie de la demande, où on crée des emplois de fonctionnaires, où en effet on augmente le SMIC, où on met beaucoup d'argent. On a dit que c'était un programme qui coûtait cher. Mais eux, ils comptent sur le fait que ça va déclencher des emplois, de la croissance. Mais on peut juste dire que c'est risqué, alors que personne d'autre autour de nous plus de ne fait cette 50% du politique de relance. PIB français, c'est la consommation des ménages. Eh bien, quand les ménages peuvent remplir le frigo, ils consomment. Oui, mais ce keynésianisme pur et parfait marcherait de façon certaine. Peut-être qu'il peut marcher. Ça serait aussi certain que vous le dites, ça se saurait. Ah bon ? Oui. Alors, dites-moi, le PIB français, c'est pas 50% de la consommation des ménages ? Mais bien sûr, nos camarades belges, de temps en temps, on nous compare avec d'autres pays européens. Nos camarades belges, les salaires sont sur l'inflation. Je suis ravi que France Ouvrière adore le modèle fiscal belge qui exonère totalement les riches. Vous êtes ravi de ce que vous voulez, n'empêche qu'en Belgique, les salaires sont sur l'inflation. Oui, ils sont taxés à 50% au-delà d'un certain montant. On vous sent chafouin, Stéphane Manigold. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on n'arrive pas. Et ce que j'ai entendu ce soir, en fait, m'a attristé en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a une France qui est divisée. On n'arrive pas. Je n'ai pas entendu ce soir un responsable ou une responsable politique capable de rassembler cette France. Cette France, elle est divisée. La campagne, les villes, elle est fracturée. Et à un moment, on n'arrive pas. Chacun reste dans ses positions. Et c'est dommage. Je crois qu'à un moment. Mais c'est aussi les résultats du vote. Pardon, mais c'est le résultat d'une élection. Non, mais oui, c'est le résultat d'une élection, pardon. Quand vous dites, avec une sorte d'assurance, comme si vous aviez la science avec vous, augmenter les impôts, c'est pas possible, augmenter le SMIC, c'est pas possible, vous participez à ce non-dialogue. Le dialogue voudrait qu'on dise, les solutions des autres, les Français ont voulu. Manifestement, les Français ont demandé ce soir qu'aucun des programmes ne s'applique réellement. C'est tout à fait ça. Ça s'impose aux politiques, ça s'impose aussi à la société civile, et je dis ça pour vous deux. Alors vous pouvez dire c'est notre programme et que notre programme. Non, vous pouvez dire toute avancée sociale. On va laisser Stéphane Manigold ruinerait l'économie française. Je ne vais pas dire ça puisque de la même manière que les politiques doivent être raisonnables, vous devez l'être aussi. Monsieur, je suis un poil moins manichéen que vous semblez me caricaturer. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes le secteur qui avons augmenté le plus les salaires, plus 16% l'an dernier. Nous sommes le secteur qui a distribué le plus de primes Macron. Je sais que Macron, ça fait prendre des boutons, mais 750 millions d'euros que nous avons mis dans la poche de nos salariés. Et j'en suis très fier. Donc je suis favorable à ce que l'économie reparte. Je suis favorable aussi que lorsque le chômage baisse, c'est 4,4 milliards d'euros qui rentrent à nouveau pour les besoins de la solidarité. Et vous avez en face de vous un enfant de la solidarité. C'est grâce à la solidarité que j'ai pu aller à l'école, que j'ai pu me soigner et que je peux être en face de vous aujourd'hui. Donc je n'ai rien contre la solidarité, bien au contraire. Simplement, je considère que les programmes qui visent à détruire et à prendre dans la poche de l'autre pour se la remplir soi-même, c'est un programme qui va à la ruine du pays. Et le programme de l'extrême droite, au bout de 3 mois, le pays il est par terre. Avec la LFI, il est par terre au bout d'1 mois. Mais je crois que là, à ce niveau-là, à ce moment-là de la discussion, on est obligé de dire que rien
rien n'est fait, qu'en effet, voilà, et que là, vous êtes en train de spéculer sur quelque chose qui... Je spécule pas, j'appelle à la responsabilité des politiques et d'Emmanuel Macron. J'appelle à sa responsabilité. Je crois que Gabriel Attal a fait plutôt une belle campagne. La France et les Français et nous, les chefs d'entreprise, nous avons un besoin d'un tout petit peu de stabilité. Et si on faisait une pause pendant un an et qu'on nous foutait un peu la paix? Je pense que les Français, ils ont aussi envie qu'on leur foute un peu la paix. C'est pas ce qu'ils ont demandé. Frédéric Souillot. Si. J'ai une question. C'est pas notre programme, le Front populaire. Non, je reprends. Non, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que, alors vous avez dit à Force ouvrière, vous n'appelez pas à voter pour ou à voter contre, mais est-ce que vous avez un message pour le nouveau gouvernement à venir? Redonner la place qui est la sienne à la négociation collective, arrêter de dire que les corps intermédiaires, les syndicats d'employeurs et de salariés, ça ne sert à rien, et le paritarisme, ce ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond. Est-ce que, selon vous, ça a fait monter le vote Rassemblement national, ça? Mais oui, cette difficulté d'établir un lien avec les syndicats et... Mais c'était un vote anti-Macron. Et à partir du moment où on n'arrivait pas à faire fonctionner le paritarisme, la négociation collective en la cadrant, eh bien évidemment, les gens décident de voter autrement. Sophie Bidet nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le leader de la CGT. Vous avez peut-être entendu notre discussion sur ce plateau juste avant d'entrer. La CGT avait appelé à faire barrage au vote Rassemblement national. Votre réaction ce soir à ces résultats? C'est une très belle victoire que nous avons gagnée ce soir. C'est la démocratie et la République qui ont gagné, malgré... le tapis rouge qu'Emmanuel Macron avait déroulé pour que Jordan Bardella puisse rentrer à Matignon. Ce scénario catastrophe a été déjoué grâce à notre mobilisation. Pourquoi vous dites qu'il a déroulé le tapis rouge? Parce qu'il a organisé une dissolution au pire moment pour le faire, alors que le Rassemblement national était en force. Et d'ailleurs, il y a... Dans les faits, ça ne s'est pas produit. Et oui, parce qu'on a réussi à déjouer ce scénario. Mais ça, on l'a fait contre l'avis d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, ce soir, dans sa réaction, n'a pas dit un mot sur la défaite de l'extrême droite, et en se félicitant de la défaite de l'extrême droite. Il n'a même pas dit ça ce soir. Il n'a cessé de mettre dos à dos l'extrême droite. Oui, Gabriel Attal n'a pas eu la même réaction. Il s'est dissocié d'Emmanuel Macron, Absolument. ce qui est heureux. Mais Emmanuel Macron, de tout son mandat depuis 2022, n'a pas cessé de mettre l'extrême droite dos à dos avec la gauche et a contribué à sa banalisation de façon déterminante. Avec la France insoumise. Un peu moins cette semaine. Oui, tout d'un coup, cette semaine, mais c'était un peu tard pour changer de discours, et il continue à le faire. Et donc moi, je veux dire une chose ce soir, c'est que ce soir, c'est une sanction majeure pour le chef de l'État qui a été totalement irresponsable, qui a créé le chaos, et donc il faut qu'il respecte le résultat des urnes, et il y a une force qui est arrivée en tête. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une force qui est arrivée en tête, et donc il faut qu'il demande à cette force quelle est sa proposition de Premier ministre. Donc il faut un Premier ministre de gauche dans les prochains jours. Pour appliquer ce programme, parce que ce que demandent les Françaises et les Français, c'est d'abroger la réforme des retraites, et ça, c'est pas nouveau. C'est d'augmenter les salaires, et ça, c'est pas nouveau. Et c'est d'investir massivement dans les services publics, parce que il faut aussi entendre le message des électeurs et des électrices du Rassemblement national sur le déclassement. Il y a un déclassement dans ce pays. Le problème, c'est qu'on ne vit plus de son travail. Il y a trop d'endroits dans lesquels il n'y a plus de services publics, et donc il faut investir dans nos services publics et revaloriser le travail. Qu'est-ce que vous avez eu sur ce plateau, avant-hier, je crois, des mots très durs sur le patronat, en disant qu'ils avaient, plus ou moins d'une certaine manière, été complices du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous attendez du patronat aujourd'hui, avec les nouveaux résultats des élections, de ces élections ce soir ? Qu'il soit responsable. C'est pas possible qu'il continue à refuser tout compromis avec les organisations syndicales et à refuser d'entendre les exigences sociales, à savoir l'augmentation des salaires et des pensions, l'abrogation de la réforme des retraites, l'investissement pour les services publics. On le voit, le septennat d'Emmanuel Macron leur a été extrêmement défavorable. Et bien maintenant, là on tourne. Voilà, exactement. Leur a été extrêmement favorable. Merci. J'étais surpris. J'étais surpris de vous entendre dire ça. Leur a été extrêmement favorable. Il y a eu 60 milliards de baisse d'impôts qui ont bénéficié d'abord au patronat, d'abord aux plus riches. Maintenant, la roue tourne et oui, il va falloir qu'ils payent, je leur dis très tranquillement, pour que enfin nous ayons des avancées sociales. Je crois que vous avez compris que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, là, c'est terminé pour eux. De toute façon, là, ce qu'on a dans les urnes, c'est que la French Tech dit... Et je cite juste des entreprises de la French Tech que ça y est, c'est 10 ans de politique de l'offre qui se termine. Pour eux, c'est un grand gâchis, c'est la fin de l'attractivité.
Cette politique de l'offre, effectivement, il y a urgence à la terminer parce que c'était un désastre. On l'a vu en matière industrielle. Notre industrie, elle va très mal. La politique du carnet de chèques, ça n'est pas une politique industrielle. Il faut mettre des conditions et des contreparties aux aides publiques. Il n'y a jamais eu autant d'aides publiques pour les entreprises. 170 milliards chaque année, un pognon de dingue, sans aucune contrepartie ni condition pour les entreprises. Je vous pose la question à tous les deux. Frédéric Souillot d'abord. Est-ce que vous êtes soulagé pour l'avenir du dialogue social dans les prochaines semaines? Est-ce que vous vous dites ça va mieux se passer quand même? De toute façon, ils n'auront pas le choix. S'ils ne changent pas de politique, eh bien, ce qui vient d'être évité aujourd'hui arrivera après-demain matin. Et pour le coup... Vous parlez du Rassemblement national Je parle d'une majorité absolue qui n'aurait pas été absolue pour quiconque. C'est ce que dit François Ruffin, d'ailleurs. François Ruffin, ce soir, dit... Je ne sais pas ce qu'il dit, non, mais c'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est assez similaire comme réflexion. Il le dit, il y a beaucoup de personnes dans les classes ouvrières qui ont voté Rassemblement national. C'est notre dernière chance à gauche, il faut la jouer maintenant. C'est ce qu'il dit ce soir, et c'est ce que vous dites aussi. Mais je dis qu'à partir du moment où on n'entend pas ce que disent les travailleurs et qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois, qui n'arrivent pas à se projeter, regardez la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, on voulait encore réduire les droits des demandeurs d'emploi. Eh bien, pour le coup, alors le Premier ministre a essayé une grosse ficelle juste avant le second tour des législatives, mais nous, on va continuer de porter nos revendications. Et dans nos revendications, il y a abrogation de la réforme des retraites, augmentation des salaires et plus de services publics. L'abrogation de la réforme des retraites, pour l'instant, il n'y a pas de majorité absolue. Donc, si il y a en effet un programme de... Si une coalition doit se dessiner avec des mains tendues à gauche, ça va être vraiment un point central. On fera un référendum. Et comme ça, on sera tous d'accord, puisqu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui veulent l'abroger cette réforme. Mais déjà l'année dernière... Mais attendez, on va même leur donner la main. Le 10 juillet... Nous sommes devant le Conseil constitutionnel, Force ouvrière, pour une QPC, loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Il devait y avoir les effets, 12 milliards dans les caisses le 31 décembre. Ils n'y sont pas. On va demander l'abrogation à travers le Conseil constitutionnel. Avant de vous laisser avec un chef d'entreprise, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Une question politique d'une certaine manière. Vous me répondrez ou pas. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, on va l'entendre d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon dire c'est le programme, voilà, il est là, le programme, il est là, maintenant il faut l'appliquer. En gros, il le tend au président de la République. Il dit maintenant le programme de la France c'est ça et on l'applique, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. Et puis à côté de ça, il y a eu l'attitude par exemple de Raphaël Glucksmann qui a dit j'ai bien compris que la gauche avait une très faible majorité, il va falloir parler, discuter, dialoguer, ce qui est exactement le propos inverse de celui de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour vous, ce programme est intangible, on n'en change rien, ou vous admettez, vous comprenez, vous acceptez qu'il puisse être au moins à la marge discutable? Monsieur Souillot. Je dis que la seule politique que je fais, c'est de la politique syndicale et je continuerai de porter mes revendications. Très bien, je ne m'attendais pas à moins. Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est que ce soir, la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron, elle a été sévèrement sanctionnée. Ce message doit être entendu parce que c'est quand même pas possible qu'en politique, on ait l'impression de jouer à culbuto et de voir toujours les mêmes qui se rétablissent. Bon, là, il y a besoin que les messages soient entendus et donc c'est plus possible de continuer avec cette politique qui nous envoie dans le mur. Ça, d'accord. Maintenant, il faut entendre les exigences sociales des salariés. Nous, on sera au rendez-vous pour ça. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce qu'il faut quand même, parce que là, ça ne suffit pas, les chiffres, ça ne suffit pas pour l'appliquer. Est-ce que vous admettez que, il y a peut-être du grain à moudre, comme disait un lointain prédécesseur de monsieur? Du grain à moudre, ça voulait dire des avancées pour les salariés à gagner. Donc c'est ça que nous allons mettre à l'ordre du jour. Je vais vous couper un instant, mais vous restez avec nous parce que Manon Aubry nous attend en duplex. Manon Aubry, députée La France Insoumise, députée européenne. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Un Premier ministre de gauche, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, en tout cas issu du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il doit être insoumis, le nouveau Premier ministre ? Un Premier ministre de gauche, c'est d'abord et avant tout ce que souhaitent les Françaises et les Français qui ont placé le nouveau Front populaire en tête des différents blocs politiques qui se présentaient à cette élection. Et je dois dire à quel point c'est un soulagement pour des millions de Françaises et des Français qui voyaient cette élection et qui l'affrontaient avec l'estomac
nouée et l'incertitude de cette issue, et qui aussi avait une inquiétude légitime de la France qui aurait pu être fracturée sur la base de notre identité, de notre religion, de notre couleur de peau. Donc aujourd'hui, c'est la gauche qui est devant, et c'est la gauche qui doit former un gouvernement. Maintenant, sur qui au sein de la gauche, écoutez, la France insoumise est le groupe majoritaire au sein du bloc majoritaire. Donc il y a des chances que le Premier ministre soit issu des rangs de la France insoumise. Et pour autant, moi j'ai à cœur de maintenir l'unité du nouveau Front populaire, et j'ai à cœur que la nomination soit consensuelle au sein du nouveau Front populaire pour appliquer en toute hypothèse notre programme. Pardon, vous dites que c'est un souhait des Français d'avoir un Premier ministre de gauche. Il y a des Français ce soir qui ont voté à gauche pour la première fois de leur vie, pour faire barrage au Rassemblement national. Ce ne sont pas forcément leurs idées. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Bien entendu, et de la même manière, il y a aussi des Françaises et des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, voire même pour les Républicains, pour faire barrage au Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un sursaut du peuple français qui, en très grande majorité, ne veut pas du projet du Rassemblement national, qui est raciste et xénophobe, qui s'attaque aux droits des femmes. Et je crois que des leçons ont été prises aussi, je vous le dis en tant que députée européenne, de l'exercice du pouvoir par l'extrême droite dans d'autres pays européens. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui ne veulent pas du Rassemblement national. Je vous l'accorde, ça ne suffit pas pour gouverner. Mais c'est une première étape. On ne veut pas d'eux. Maintenant, comment on construit un gouvernement ? On construit un gouvernement aussi sur des choses qui sont, je pense, consensuelles dans l'opinion publique. Je pense notamment à la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites. J'ai du mal à imaginer si demain un gouvernement du nouveau Front populaire abrogeait la réforme des retraites par décret, qu'il y aurait des mobilisations massives dans le pays pour dire non, nous, on veut vraiment travailler jusqu'à 64 ans et on veut continuer cette réforme qui a été imposée par la force par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, je pense, peuvent avoir un rôle déterminant dans la formation de ce gouvernement et qui sont largement consensuels dans l'opinion publique française. Justement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas aussi d'Olivier Faure, vous dites non ce soir aux alliances avec le camp présidentiel. Mais vous devez chercher des députés, puisque vous êtes environ à 200, il vous en manque à peu près 100 pour faire une majorité absolue. Vous allez forcément devoir aller chercher des voix de personnes qui sont plus à droite que vous. Ça, c'est une certitude ce soir. Vous en avez conscience ? On a aussi conscience qu'il y a un gouvernement qui a gouverné ces 2 dernières années sans majorité absolue. Ils ont fait la démonstration qu'il était possible de gouverner. La manière dont je vois les choses, de manière concrète, je pense d'abord qu'il faut que le président de la République respecte l'issue de ce scrutin et nomme un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Ça paraît une évidence dit comme cela puisque nous sommes arrivés en tête, mais j'ai entendu déjà les macronistes ce soir, plateau après plateau, nous dire que ce n'était pas une évidence qu'il y ait un Premier ministre du nouveau Front populaire. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est prendre un certain nombre de mesures immédiates pour soulager des millions de Françaises et de Français. Je vous parlais de l'abrogation de la réforme des retraites. Je pense à l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Je pense au blocage des prix des produits de première nécessité. Voilà des choses très concrètes qui, je pense, feront consensus dans l'opinion publique française. Et ensuite, s'agissant des grands projets, nous avons 2 options. Un, reparlementariser notre vie politique, ce qui fera pas de mal. Je pense qu'on peut obtenir des majorités sur un certain nombre de sujets, la lutte contre les déserts médicaux, la fin de vie, par exemple. Et puis, sur d'autres sujets, il faudra assumer de se retourner vers le peuple français et de faire usage bien davantage du référendum, ce qui, je pense, n'est pas une mauvaise chose si, par exemple, demain, on veut une réforme des retraites d'ampleur. Manon Aubry, dernière question. Quel Premier ministre ? Jean-Luc Mélenchon ? Vous savez, moi, ce soir, j'ai à cœur l'unité du nouveau Front populaire. Donc, je ne vous donnerai pas de nom sans l'approbation de l'ensemble. Je viens de vous dire que je ne vous donnerai pas de nom. Comment vous allez faire ? Comment vous allez faire pour vous mettre d'accord ? Vous allez voter, vous allez proposer des noms, vous allez voter ? On a réussi à se mettre d'accord sur la candidature commune dans 577 circonscriptions. On a réussi à se mettre d'accord sur un programme commun d'ambition écologique et sociale sur 150 mesures. Je crois que le plus dur a été fait et que maintenant, il nous reste à former un gouvernement, qu'il y aura des ministres socialistes, insoumis, écologistes, communistes et qu'il nous faudra un Premier ministre, j'en ai conscience, mais je veux que ce Premier ministre, il représente l'ensemble de la coalition. Évidemment, les insoumis ont un rôle central à jouer puisque nous sommes
la formation politique en tête au sein de ce bloc, mais j'ai aussi à cœur de maintenir l'unité du nouveau Front populaire et pour cela, il faudra qu'on discute dans la nuit, dans les prochaines heures. Rassurez-vous, ça va arriver et on attend aussi que le président de la République nous contacte, nous les dirigeants politiques des différentes forces du nouveau Front populaire, pour s'assurer que le verdict des urnes soit respecté. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Info ce soir. Sophie Binet, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Ça vous rassure ? Non, j'étais pas inquiète. Je pense que ce soir, c'est un grand ouf de soulagement. C'est aussi une victoire qu'il faut fêter, mais qu'on sait que la suite... D'ailleurs, on voit les images de la victoire fêtée, la victoire du Front populaire fêtée place de la Bastille ou place de la République. La République, pardon, je vois pas très bien. Mais place de la République à Paris, pardon. Voilà, mais que l'on sait que la suite va être très compliquée. La suite, elle va être très compliquée. Pourquoi ? D'abord parce que l'extrême droite fait un résultat record, beaucoup plus faible que ce qui était prévu, mais ils sont quand même très élevés. Ça, c'est une alerte très sérieuse pour notre démocratie à prendre en compte. Ensuite, parce qu'on sera dans un scénario de cohabitation et avec une force qui va cohabiter sans avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et avec, en face, nous le savons bien, un patronat déterminé à conserver ses acquis et à refuser de partager des richesses. Et donc, moi, je lance un appel ce soir. Le scénario catastrophe, nous l'avons évité grâce à la mobilisation citoyenne et je suis très fière de tout le travail et toute la bataille qu'a menée la CGT. Et donc, j'appelle toutes celles et ceux qui se sont mobilisés... Pas Force ouvrière, pardon, parce que je vous coupe, parce que vous n'avez pas appelé à faire barrage. Je finis juste. Oui. J'appelle toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, qui sont ce soir à République, à s'organiser dans la durée. Il faut se syndiquer sur nos lieux de travail parce que c'est ça qui, dans la durée, permet de faire reculer l'extrême droite et d'avoir un rapport de force sociale pour faire changer la donne, pour gagner des augmentations de salaire et gagner plus d'argent pour celles et ceux qui travaillent. On a besoin de se syndiquer et de s'organiser dans la durée pour gagner. Donc là, vous dites ce soir, c'est peut-être un retour en force des syndicats. Mais ça doit être un changement de politique et qu'on redonne la place qui est la sienne aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Les conventions collectives, ce qui évite la concurrence déloyale entre entrepreneurs et qui fixe des barèmes et des minima sociaux, eh bien, c'est les organisations syndicales. Stéphane Manigold, vous nous avez rejoint sur le plateau. Vous êtes entrepreneur, restaurateur et patron de l'UMI Grand Paris, je le rappelle. Oui, mais je ne faut pas que ce soit un gros mot ici, le mot patron. Non, mais je le disais... C'est vrai que vous n'êtes pas en majorité sur le plateau, je suis désolée. Mais... Non, mais ce n'est pas une question de majorité. On peut être humaniste sans être salarié. J'ai été salarié. Et mes premiers actionnaires sont mes salariés. Par contre, j'aimerais juste vous poser à tous les deux d'ailleurs une question. Emmanuel Macron, vous parlez de la réforme des retraites qu'il a mis et qu'il faut la retirer. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous êtes capable de retirer votre réforme des retraites en 2015, où l'ensemble des syndicats des salariés, dans le cadre des complémentaires retraite, vous avez imposé à vos salariés, et ce n'était pas Emmanuel Macron, de travailler 1 an de plus ou, s'ils n'acceptaient pas, dans le cadre des complémentaires retraite, 3 ans de malus. Vous n'avez pas besoin de Gabriel Attal, vous n'avez pas besoin de parlementaires, vous n'avez pas besoin des patrons, vous avez besoin de personne pour retirer cette réforme que j'estime honteuse pour les salariés. Et c'est bien vous, les salariés. Donc je vous invite à montrer la voie et retirer cette aberration. C'est la raison pour laquelle la CGT n'a jamais signé cet accord qui effectivement était régressif. D'accord, il me semblait. Ni la CGT ni FO n'ont signé cet accord. Et par contre, l'année dernière, on a signé un accord qui annule de réparer en partie cette réforme qui était violente. Mais voilà, donc c'est une réforme violente qui a été faite par qui ? Par les syndicats des salariés. C'était bien de le dire. Non, en tout cas, c'était bien de le dire. Ensuite, il y avait les syndicats patronaux, puisque on ne gère pas les retraites complémentaires. Mais oui, monsieur. Oui, mais moi, je pense que ça a été fait. Non, mais à partir du moment où ça a été fait avec votre assentiment, et c'est bien le vote des salariés. On vous entend tous les trois, on se dit que ça va être compliqué quand même. C'est les 3 blocs en fait. Vous y êtes. Pas tout à fait. Non, mais surtout votre position est incompréhensible parce que vous êtes représentant patronal, ça a été dit, et vous fustigez une réforme qui a été imposée par le patronat et que nos 2 organisations n'ont pas signé. Et encore une fois, je pense que ça n'est vraiment pas le sujet de ce soir. Moi, j'accepterais vraiment d'en débattre avec passion. Mais la question des retraites complémentaires, je ne pense pas que ça soit le sujet. C'est un peu le sujet parce qu'il y a 200 milliards de côté et qui réglerait, à mon sens, 200 milliards de côté. Oui, il y a près de 200 milliards de
de trésors de guerre qui sont donnés dans le privé, vous voyez, moi je pense que ça doit revenir dans les caisses des salariés. Je ne vois pas pourquoi cet argent est investi sur les marchés. Différé, monsieur. Si je peux terminer, vous êtes deux, je veux bien, mais si je peux terminer mon propos, moi j'estime que ces 200 milliards, elles doivent changer la vie des salariés, que ces 200 milliards doivent servir à acheter des logements, à ce que les salariés puissent être logés et pas investir sur des marchés ou je ne sais quoi. C'est l'argent des salariés. Et cet argent-là, vous êtes opposé, puisque vous siégez aussi dans le cadre de ces complémentaires de retraite. Moi, je suis contre. Mais madame, je vous le dis, je suis contre. Mais donc, vous parlez en votre nom, je vous le dis. Non, mais moi, en tout cas, sur ma région, nous sommes contre. Nous sommes contre et nous estimons que cet argent doit servir au bénéfice des salariés. Les 200 milliards, vous vous rendez compte, on parle de 15 milliards. Les 3 organisations mais l'argent, vous patronales... l'avez. Ce que j'essaie, Madame Binet, c'est de vous tendre la main et de vous dire cet argent, vous l'avez pour que les salariés vivent mieux. Mais pourquoi il serait lunaire? Mais parce que vous voulez pas l'entendre. Mais n'importe quoi. Enfin, ce débat n'a aucun sens. D'abord, vous êtes un représentant patronal et vous êtes en train de nous expliquer qu'un accord que vous avez signé et que nous n'avons pas signé est mauvais. Donc, écoutez, ravi de l'apprendre. Et ensuite, ce soir, le débat, c'est qui va être au gouvernement, quelle réforme pour les Françaises et les Français et qu'est-ce qui va se passer. Et moi, le message que je veux passer ici ce soir, c'est que nous sommes très inquiets par rapport aux divisions qui minent ce pays. Cette campagne législative, elle a été violente. Il y a eu du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Il y a besoin que très largement tout le monde dise que ça n'est plus possible, et y compris les patrons, parce que sur les lieux de travail, nous avons eu des centaines de cas remontés de racisme décomplexé, et donc il y a besoin que tout le monde Je le condamne, Madame Binem. Mais je n'ai pas dit ça. Tout le monde agisse sur cette question-là. Et donc, vous enfoncez des portes ouvertes. De ça. Non, c'est pas une porte ouverte. Je suis désolée, c'est pas une porte ouverte. La question du racisme, c'est pas une porte ouverte. Avec tout ce qu'on a vu. Non, mais c'est pas la question qu'on se pose ce soir. C'est quand même la question qu'il nous pose depuis tout à l'heure, là, monsieur. Là, on a l'impression qu'on siège à côté d'un grand penseur. Il sait tout sur tout et il se désolidarise de son organisation syndicale. Mais vous représentez qui alors, hormis vous-même? Alors déjà, premièrement, j'ai 200 salariés, c'est pas grand-chose certes. Mon premier actionnaire, ce sont mes salariés. Et il m'arrive de penser différemment. Ça s'appelle une démocratie, y compris dans un syndicat. Je sais que peut-être chez vous, lorsque quelqu'un pense, tout le monde doit penser pareil et vous devez aller dans le même moule. Excusez-moi d'avoir une opinion un peu différente, y compris dans l'intérêt des salariés. On va se calmer deux petites minutes. Non, mais on va continuer après avoir retrouvé Elliott Samuel qui est place de la République. Bonsoir Elliott. On l'a vu tout au long de la soirée à l'annonce des résultats, des centaines, des milliers de personnes ont décidé de célébrer la victoire du Front populaire ce soir. De personnes petit à petit qui ont convergé sur cette place. Ils sont encore très nombreux autour de cette place de la République. Il y avait un rassemblement de la France insoumise place Stalingrad, c'est non loin de là. Tout le monde finalement est venu ici autour de cette place de la République. Une ambiance plutôt bon enfant pendant de nombreuses heures avec des feux d'artifice, des chants anti-Rassemblement national, notamment des militants qui nous ont fait part avant tout de leur soulagement de ne pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir et qui espèrent que maintenant le programme du nouveau Front populaire va être appliqué. Ils sont encore de nombreux militants ici, de nombreux supporters du nouveau Front populaire, mais la situation qui commence à se tendre petit à petit. On a vu plusieurs tirs de gaz lacrymogène autour de cette place de la République. Les forces de l'ordre qui sont tout autour de la place. Il y a eu quelques petits départs de feu autour de cette place. On rappelle que plus de 5000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés à Paris pour cette soirée électorale. Merci beaucoup Elliott Samuel en direct de la place de la République à Paris. Alexandra Ben Saïd, vous vouliez réagir? Il y a 2 syndicats et un membre du patronat. Il y a quand même quelque chose d'important, peut-être dans les semaines à venir, c'est la cohésion au sein des entreprises justement. Est-ce que ça vous pose un souci? C'est vrai qu'on a un vote, une assemblée qui va être très éclatée. Il y a des gens qui croyaient avoir la victoire, qui ne l'auront pas. On a des chefs d'entreprise, je pense à celui de Michelin, qui dit en fait le seul truc qui m'empêche de dormir en ce moment c'est ça. Alors lui, évidemment, il n'était peut-être pas concerné par d'autres mesures. Est-ce que ça vous empêche de dormir à la cohésion au sein entre les Français en réalité? Écoutez, jusque-là, ce qui m'empêchait de dormir, j'avoue, pendant 3 semaines, c'était le fait que pour la première fois, l'extrême droite était en voie de rentrer à Matignon. Donc cette nuit, pour une fois, je vais bien dormir. Mais par contre, pour la suite, je maintiens, il y a un vrai sujet à travailler sur les questions de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, parce qu'on a vu un racisme décomplexé en France. Ce vendredi, par exemple, une agente d'Enedis en tenue
Enedis s'est fait agresser violemment dans le cadre de son travail. Elle s'est fait traiter de négresse, on lui a dit de rentrer dans son pays, etc. Il y a une libération. Il y a une libération de la parole raciste avec des faits de violence et c'est très important que tout le monde prenne ses responsabilités là-dessus. Du côté de la CGT, nous allons lancer une grande campagne contre le racisme et je pense qu'on pourra le faire d'ailleurs de façon unitaire, mais je pense que les organisations patronales ont des responsabilités à prendre essentielles sur cette question-là. Et ensuite, il y a une autre question. Est-ce que Monsieur Souillot, quand vous dites nous ce qu'on veut, c'est l'abrogation, enfin voilà, ce qui vous convient très bien dans ce programme du nouveau Front populaire, c'est l'abrogation de la retraite à 60 ans. Non, À 64 ans. Pas de recul de l'âge de départ, Voilà. pas d'allongement de la durée de C'est de cotisation. revenir à 62 ans et dans le programme du nouveau Front populaire, il y a l'objectif de 60 ans à plus long terme. Je l'ai aussi dans mes revendications. Très bien. Mais le seul sujet, en réalité, c'est que ça, c'était le choix de ce gouvernement pour parvenir à l'équilibre des finances publiques. Vous avez dit vous-même, il va manquer 12 milliards. Le sujet, ça va être de convaincre Bruxelles, mais surtout ceux qui nous prêtent au quotidien pour financer, on dit le train de vie de l'État, c'est pas une jolie expression, mais bon, pour financer notre budget, parce que sinon il n'est pas bouclé. Il va falloir les convaincre qu'on met autre chose au pot, qu'on trouve d'autres recettes, et ça, les autres recettes dans ce programme-là, c'est beaucoup d'impôts. Les chefs d'entreprise, ils disent, on voit bien ce qui va venir, des hausses d'impôts, et ils s'inquiètent. Regardez, évasion fiscale, évasion sociale. Fraude sociale, puisque certains parlent d'optimisation quand on parle des chômeurs ou des travailleurs en maladie, et pour d'autres, ça s'appelle de la fraude. Donc, conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Il est inadmissible qu'on distribue toujours autant d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité. C'est la même chose sur crédit impôt recherche et développement. Quand on sait qu'il y a 7 milliards d'euros et que le 1,8 milliard chez Sanofi qui a délocalisé sa recherche aux États-Unis et son développement en Inde et on continue de verser 1,8 milliard. Eh bien là, on les a déjà retrouvés. Merci beaucoup à vous quatre. On est pressés par le temps. Merci On va d'avoir avancer. participé à ce débat.